Être ingénieur généraliste, c'est avant tout être libre. Libre de poursuivre la carrière de son choix, puis de l'arrêter, de pivoter pour enseigner ce même métier, ou enfin de changer totalement de voie tant que nos valeurs intrinsèques sont préservées. Grâce à ce titre, on peut suivre ses rêves et s'adapter au monde qui nous entoure. Par exemple, en prenant un congé pour participer au championnat du monde de rugby en Nouvelle-Zélande, en plaquant tout pour créer sa propre entreprise pour rendre le monde plus durable énergétiquement, en construisant des terminaux de ports de commerce sur tous les continents, en voyageant aux 4 coins du monde pour s'inspirer d'autres cultures dans son travail, en partant pour la Silicon Valley afin de devenir une dirigeante dans la tech ou bien en se reconvertissant dans l'agriculture, en reprenant la ferme familiale après des années dans l'industrie automobile. Quand je suis arrivée dans l'atelier, il y en a un qui m'a dit « Cécile, ça fait 30 ans que je suis chez Renault, c'est la première fois que j'ai une chef femme. » Ok, mais ça va bien se passer. T'en fais pas, je pense. Mais j'étais mise au parfum tout de suite. Cécile Fléchel a fait carrière dans l'industrie automobile, chez Renault, dès sa sortie d'études. Par la suite, elle a même eu l'opportunité d'enseigner à l'ICAM site de Lille, pour ensuite se rendre compte que son appel était désormais ailleurs, dans la ferme familiale, là où son esprit ingénieux pourra lui permettre de devenir une agricultrice hors du commun. Elle nous accueille dans son exploitation près de Valenciennes. Bonjour, nous voilà arrivés dans les champs, juste derrière la ferme qui est quasiment en pleine ville. On est aux portes de Valenciennes, belle agglomération du nord de la France. Et puis juste derrière la ferme, autour des lotissements, il y a nos champs. On a plus de 50 hectares à portée de pied. On a du colza, on a des pommes de terre, on a du blé. Au loin, on voit les pâtures avec le foin de nos voisins éleveurs. Il y a des bois. On est bien, c'est un environnement de vie plutôt sympa. Nous voilà maintenant dans la ferme, juste devant les champs. C'est le lieu où j'ai grandi, puisque c'est ici que j'ai pu vivre mes 18 premières années avec mes parents, qui étaient eux-mêmes agriculteurs, et où on produit des pommes de terre, du colza, du blé, des betteraves sucrières, du maïs, et où dans le corps de ferme on vient pouvoir stocker le matériel, stocker les récoltes avec les hangars qui sont juste là et une belle cour bien pratique, macadamisée pour pouvoir manœuvrer, même si je dois apprendre tous les jours à manœuvrer. Le hangar, il a été bâti par mon grand-père et mon père dans les années 70, une époque où où ils avaient agrandi un petit peu le troupeau de vaches et puis où il fallait stocker plus de matériel. Et donc il est en galvanisé, en métal, ça ressemble à un hangar agricole tel qu'on les voit un petit peu dans les films des années 60-70, avec des grandes portes coulissantes, un peu rouillées, mais qui tient quand même bien la route et qui est isolé de l'intérieur. On le voit d'ici, là sur le plafond, il y a comme une mousse qui permet de réguler la température quand les récoltes sont dedans, pour pas que ça chauffe trop fort ou que ça refroidisse trop fort les récoltes, notamment de pommes de terre. Donc là, on rentre dans un des 2 hangars. Ce hangar, il sert actuellement depuis le début du mois de mai de ferme pédagogique. Donc on voit devant nous une simili salle de classe avec chaises, tables, des panneaux qui expliquent l'agriculture, le cycle des végétaux, l'agriculture des Hauts-de-France, notamment avec ses betteraves, ses endives, ses poireaux, ses brocolis et tout ce que les Hauts-de-France peuvent produire comme production agricole. Il y a des toilettes sèches qu'on a faites avec des planches et des palettes. En tant qu'ingénieur ICAM, on aime bien ce type de bricolage et d'invention. On a fait arriver un peu d'eau pour que les élèves puissent se laver les mains. Et donc encore ce matin, il y avait des 6e ici qui sont venus découvrir le cycle du blé, ce qu'on fait du blé, comment ça pousse, et qui ont fait de la farine eux-mêmes et qui ont fait du pain eux-mêmes. Comme ça, j'aime expliquer aux élèves de la graine jusqu'à l'assiette, et même au-delà de l'assiette, la force de l'agriculture française qui permet notamment de nourrir des pays qui ne peuvent pas faire pousser de blé. On peut voir nos 3 tracteurs, notre pulvérisateur, notre semoir. Une fois que les pommes de terre sont parties, on est moins à l'étroit, on peut stocker notre matériel et ainsi déployer la classe pour les scolaires qui viennent au mois de mai et juin.
Ce matin, alors exceptionnellement, on avait 2 classes. C'est pour ça que dans ce hangar aussi, il y a une configuration classe, mais c'est rare. Souvent, c'est plutôt une classe puisque je vise du local. On est en ville, donc on a 3 collèges qui viennent à pied. Donc ils peuvent venir classe par classe. Et alors que là, ce matin, c'était un collège qui venait de très loin, 10 km, et qui est venu de ce fait en bus. Et donc il ramène 2 classes quand c'est comme ça. Et donc là, on peut voir, il y a les jouets tracteurs, le jouet semoir. Je leur explique la paille. Donc j'ai mis de la paille par terre. Il y a les moulins à café pour faire de la farine. On voit du lin parce que je leur montre à quoi ça ressemble du lin. On peut voir des panneaux avec les saisons parce que quand même, les élèves sont de plus en plus déconnectés des saisons, de la météo, du rapport à la nature. Et donc, je trouve ça important d'expliquer qu'en fait, on travaille avec les saisons, on travaille avec la météo tous les jours, on travaille avec nos sols, notre terre. Donc, on peut voir une coupe du sol là, avec les racines, etc. pour reconnecter un petit peu les élèves à tout ça. On garde la fraîcheur. Et donc là, on arrive sur la rue qui est juste devant la ferme, qui est une rue assez passante puisque c'est une rue qui dessert Valenciennes. Et depuis Noël, un de mes collègues de Marly est parti en retraite et faisait beaucoup de ventes directes, œufs, volailles, pommes de terre, légumes. Et la ferme n'a pas eu de succession. Donc la ferme a fermé et de ce fait, j'ai eu des personnes qui arrivaient à la ferme pour avoir des produits. Et niveau sécurité et disponibilité, c'était compliqué. Et j'ai décidé d'installer un distributeur automatique de produits fermiers, donc mes pommes de terre, enfin nos pommes de terre, on est 3 sur la ferme, et ainsi que œufs, farine et des pommes de terre de collègues, puisque quand on a pris la décision, on n'avait pas du tout une diversité de pommes de terre pour le consommateur. Donc là, on va rentrer dans le bureau de la ferme qui est attaché à la maison. C'était une volonté avec mon mari qu'on puisse avoir le lieu de travail connecté à la maison, mais en même temps pas au cœur de la maison. Donc on a un bureau connecté à la maison, mais qui est sur la ferme. Et donc la transition entre le travail et la vie privée est infime. On voit la balançoire juste à côté des tracteurs. C'est le quotidien de ma nouvelle vie. Arrivée au collège, je me souviens qu'au stage découverte en 3e, là, je voulais être encore prof, voire prof de musique. Et j'ai voulu faire un stage en école primaire, c'est des stages de 3 jours. Et là, je me suis dit non, en fait, c'est pas pour moi. Et j'avais voulu aussi faire une 3e techno, parce que j'aimais beaucoup la techno. Et mon prof principal m'avait dit c'est très bien Cécile, oui on voit que t'aimes la techno, mais continue en 3e générale, tu prendras tes décisions pour la seconde. Et donc j'ai bien retenu cette phrase et j'ai lu la revue de l'ONICEP. À l'époque on n'allait pas sur Parcoursup ou je ne sais quel site internet, on recevait les revues chez nous, des magazines avec toutes les options possibles en seconde. Et je les ai toutes lues, une à une, avec leurs descriptifs et les lycées qui proposaient ces options-là. Et je suis tombée devant les initiations aux sciences de l'ingénieur. Ça a été un coup de foudre face aux descriptifs et j'ai annoncé à mes parents que je partais à Lille pour faire mon lycée. Donc en seconde, je me retrouve à Valenciennes parce que j'avais l'occasion de faire mon option juste 3 heures par semaine dans un lycée technique. Mais en première, je pars à Lille, dans un lycée technique avec un bel internat, sauf que 98% des élèves étaient des garçons et donc l'internat c'était un internat de garçons. Je vivais donc en face du lycée, mais je mangeais matin, midi et soir avec les internes. Je me suis donc retrouvée plongée dans le monde masculin qui au final ne m'a jamais quittée. J'aime beaucoup ce que je fais là-bas, les cours sont intéressants, les sciences de l'ingénieur, j'ai pas de regrets. Alors j'aimais aussi la SVT, j'en avais plus, mais bon, je préférais clairement apprendre la mécanique et l'électronique. Classe de garçons, forcément, il y avait 3 filles dans ma classe. Et puis, et sur les cours, ça se passe très bien. Je suis très contente d'être là-bas. En terminale, au moment de l'orientation, je me souviens qu'il y avait eu quelques élèves d'école d'ingénieurs qui étaient venus proposer, puisque quand on fait sciences de l'ingénieur, en terminale, c'est plutôt des écoles d'ingénieurs qui viennent nous présenter leur parcours. Je m'arrête sur 3-4 écoles. L'ICAM, je m'arrête aussi sur l'ITEM qui est l'ESC Lille et Centrale Lille qui ont fait une école d'ingénieurs commerciaux et d'autres écoles. Et c'est à l'entretien à l'ICAM, j'ai senti qu'on cherchait à me connaître, à connaître mes motivations, qu'est-ce qui faisait que moi je voulais y aller.
Et j'ai trouvé la démarche tellement autre et tellement plus en phase avec ma façon de faire à moi que, en fait, j'ai choisi l'ICAM Lille pour les études supérieures. Ce qui m'a plu dans le métier d'ingénieur et notamment à l'ICAM, c'est quand on a visité l'ICAM, il y avait des ateliers. Et moi qui ai grandi dans une ferme, le concret, de faire les choses, de pas juste apprendre sur un papier ou un ordinateur, mais vraiment aller faire les choses, toucher la matière et au final apprendre comment ça marche. Et moi j'ai mon père a un BEP mécanique et il adore démonter les outils. Et moi, j'ai eu cette sensibilité-là de me dire, mais comment ça marche ? Et en fait, le métier qui cherche à savoir comment ça marche et comment faire en sorte que ça marche mieux, et ben en fait, c'est le métier d'ingénieur. En première année ICAM, en 2006, de ce fait, on devait faire l'été un stage opérateur où il nous était très bien expliqué qu'en fait, pour être ingénieur et plus tard manager des opérateurs, il fallait comprendre qui ils étaient, pourquoi ils aimaient ce travail-là, et pour pas juger, et au final pour être des bons managers humains. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce stage dans une usine de Valenciennes qui fait des boîtes de vitesse pour Peugeot, Citroën, donc à l'époque c'était PSA. Et donc, j'ai vécu 4 semaines sur chaîne, sur ligne automobile, à boulonner des boîtes de vitesse. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un maître de stage qui m'a pas fait que boulonner des boîtes de vitesse, mais qui m'a fait vraiment aller à la rencontre chaque jour d'un nouveau poste de travail et donc d'un nouvel opérateur ou d'une nouvelle opératrice. Et c'était hyper enrichissant parce que je connaissais peu ce milieu-là et se retrouver à côté d'un gars qui était plein d'ambition et puis qui en terminale s'est retrouvé papa et s'est dit en fait je dois subvenir aux besoins de ma famille ou des gens qui aiment ça en fait tout simplement parce que c'est pas prise de tête, parce que ils ont pas envie d'avoir des responsabilités. Et je trouve que ça m'a beaucoup éclairé sur la suite et on a la chance à l'ICAM de faire un stage opérateur avant tout avec des perspectives humaines et moins techniques. Alors mon deuxième stage, c'était fin de deuxième année, donc était 2007. Je me retrouve chez SKF, une entreprise qui fait des roulements à billes. J'étais technicienne qualité dans un laboratoire de l'usine qui faisait des prélèvements pour savoir si les billes des roulements à billes étaient assez dures. Voilà, donc c'était très ennuyeux, j'ai trouvé, pour moi en tout cas. Et les seules journées intéressantes, c'est quand il y avait eu des énormes soucis qualité et que les managers de production déboulaient dans le bureau pour comprendre pourquoi, quand est-ce que les prélèvements étaient faits, qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Et en fait, là, je me suis dit clairement, c'est ça que je veux faire. Je vais être dans les ateliers pour manager des gens et comprendre techniquement pourquoi nos produits ils sortent bien ou pas bien et gérer les problèmes associés à tout ça. L'expériment est né dans les fin des années 90 quand le besoin d'aller à l'international pour les écoles d'ingénieurs s'est fait qu'il fallait partir à l'international pour devenir ingénieur. Ça fait partie des conditions pour avoir son diplôme. Et l'ICAM a dit, nous, on va en profiter pour faire grandir mentalement, faire mûrir nos élèves et proposer une expérience humaine. Et l'ICAM s'est dit, en fait, on va faire un cahier des charges où, en fait, les élèves, en 3e année, vont partir vivre une expérience de 4 mois éloignés géographiquement de chez eux, mais éloigné c'est 800 km, donc ça peut être aussi à Marseille. Un dépaysement culturel, donc ça peut être dans un bidonville de Lyon, c'est loin et on a le dépaysement culturel, et autofinancé et cohérent sur les 4 mois. On peut pas faire 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, et il faut qu'on se prenne en main, c'est pas papa, maman ou je ne sais qui paye 4 mois de voyage pour faire du surf à Sydney. En 3e année, quand il a fallu réfléchir à l'expériment, j'étais pas mal investie dans l'aumônerie de l'ICAM. Et je m'étais dit, l'expériment, en fait, je veux juste arrêter cette vie à 100 à l'heure, prendre du temps pour moi, prendre du temps, pas avoir un expériment à fond la caisse, à faire de l'itinérance, aller de ville en ville. Je veux juste un truc posé, en autarcie, en anglais si possible, parce que j'avais envie de m'améliorer en anglais, et pas catho. Parce que je voulais un truc qui me fasse un peu déconnecter de tout ça. Et je faisais mes recherches sur Google. Je cherchais au Canada, sauf que je cherchais en français. Donc je me suis retrouvée sur un site québécois d'un village qui accueillait des enfants à l'année, justement, c'était ça le problème, mais qui accueillait pas d'enfants l'été. Donc ça ne marchait pas, sauf qu'il y avait un lien sur ce site vers une communauté religieuse.
Et là, j'ai trouvé ça incroyable. C'était des jeunes de mon âge qui vivaient en autonomie, pas en autarcie, mais presque, qui étaient heureux. Et en fait, je les ai contactés et j'ai vécu avec eux pendant 4 mois. Et donc, mission accomplie. Bon, pas sur le fait que c'était pas Cato, mais de fait, en même temps, ça m'a donné une force. Ces 4 mois passés là-bas, pas à rien faire, loin de là. C'était une vie de communauté religieuse, mais c'était très chouette pour la suite. En 2008, je reviens du Québec. Je retrouve toute la promo. On est tous changés. Les gars ont de la barbe. On se retrouve. On est content de se retrouver. Et là, sauf que on a la crise des subprimes. Tout se casse la figure aux États-Unis. L'industrie est embarquée dans une crise planétaire où toutes les entreprises annoncent soit des licenciements, au mieux des gels d'embauche. Surtout donc à l'époque, j'étais déjà mon copain, qui est aujourd'hui mon mari. On voulait tous les deux, lui voulait faire des trains, moi je voulais faire des voitures. Et on s'est dit, en fait, ça va pas marcher. Dans 2 ans, on a notre diplôme, mais on n'aura jamais de boulot. Et donc, en 4e année, on s'est dit, soit on changeait le plan de match, soit on se prenait en main. Et l'ICAM proposait le double diplôme à Montréal avec possibilité de se spécialiser en gestion industrielle. Et moi, ayant vécu 4 mois au Québec, province canadienne que j'ai beaucoup aimée, génial, quoi, vivre 1 an et demi, 2 ans à Montréal, pour en plus un projet professionnel, go, on postule et puis advienne que pourra. On a été pris et donc on a fait notre 4e année à Lille et on est parti en 5e année à Montréal. Donc on part d'une école ICAM très généraliste, très humaine, où on apprend des tas de choses. On a des matériaux, de l'électronique, de la gestion des hommes, de la gestion de la production, de l'anglais, d'ouverture culturelle. Des tas de matières en fait qui apprennent à devenir ingénieur débrouillard touche à tout. Et on se retrouve dans un système anglo-saxon où on choisit ses matières, mais sur un trimestre, on choisit 4-5 matières. Mais par contre, cette matière, on va au bout du bout, quoi. On n'a que des cours de ça. Et en plus, on se retrouve dans un système où on a assez peu de cours, mais énormément de recherche personnelle à faire, du travail personnel à faire. Et ça, c'est à l'ICAM, on avait nos agendas blindés d'amphi et de TP et du travail un peu le soir, quoi. Alors que là-bas, c'était tout l'inverse. On avait des cours, mais hyper pointus en présentiel et énormément de travail à faire pour le cours suivant. Et comme c'est un système de notation gaussienne, donc clairement, quand t'es le moins bon, tu t'en vas, quoi, même si t'es pas trop mauvais. Et en fait, il faut travailler pour pas se retrouver dans le fond du panier et puis pour avoir des bonnes notes, quoi. Et donc, on se retrouve avec des matières hyper spécifiques, avec énormément de travail, entre guillemets, comparé à ce qu'on pouvait connaître à l'ICAM, dans le sens où on était beaucoup plus souvent chez nous, mais avec beaucoup de travail, des études bibliographiques, un système universitaire comme on peut le voir dans les séries américaines, là, où ils sont à la bibliothèque, un travail de groupe. Et ça nous a vraiment chamboulé, ouais. Donc en 2010, on finit nos matières à Montréal, donc hyper spécialisée usine, hein. Clairement, c'était de la gestion des stocks, de la gestion de production, etc. Et puis on veut rentrer en Europe, parce qu'on aurait pu aussi décider de rester là-bas, hein. Un bon nombre d'ICAM diplômés là-bas ont décidé de ne pas revenir en Europe. Nous, les amis se mariaient, il se passait plein de choses en Europe. On avait envie de rentrer, toujours dans l'idée de faire des voitures et des trains, et on a regardé la carte d'Europe, parce que le fait de revenir dans le Nord-Pas-de-Calais nous enchantait pas plus que ça. C'était une option, et en fait, on s'est dit, un des seuls endroits en Europe, voire le seul endroit en Europe où on peut faire des voitures et des trains sans être célibataire géographique, en fait, c'est Valenciennes. Donc, on a cherché dans le Valenciennois. Les entreprises automobiles ont mis un peu de temps à répondre à ma candidature de stage. Godefroy, lui, a été pris direct chez Alstom, qui était Bombardier à l'époque. Et puis moi, j'ai été prise dans une PME près de Denain, qui fait des compléments alimentaires à base de plantes pour un stage d'amélioration de production dans les ateliers de fabrication de gélules. Et donc, j'ai signé là-bas et j'ai annoncé à mes parents que je revenais à Denain. Et là, ils m'ont pas cru, mais on a donc loué un appartement dans le centre de Valenciennes pour notre stage ingénieur. Donc pendant mon stage, vient la fin de l'ICAM, puisque c'était la touche finale pour avoir le diplôme. Donc il faut chercher du boulot. Moi, j'ai toujours en tête de trouver du boulot dans l'automobile. Donc dans le Valenciennois, on a Toyota, Renault et Peugeot. De ce fait, je postule aux 3.
Et puis, la prof de l'ICAM qui vient me visiter à l'époque était une ancienne de chez Renault. Elle a été plutôt intéressée par mon parcours et ma ténacité à vouloir faire des voitures. Donc, elle m'a dit, vas-y, j'ai vu une offre chez Renault, postule, tu verras bien, mais ça correspond à ton profil. Donc, j'ai postulé. Et puis, on me dit, super, vous pouvez commencer au 1er septembre à Douai en tant que manager de production. Ok, super, donc c'est comme ça que j'étais embauchée chez Renault, au final assez vite. Donc j'étais embauchée chez Renault dans ce qu'ils appelaient à l'époque les creusets, c'était les jeunes ingés en filière de manager de production, donc c'est des parcours bien spécifiques où il y a de vocation d'être chef d'atelier, etc. Et donc on démarre posté. C'était encore dans la philosophie ICAM. En fait, on démarre pas responsable d'un atelier déconnecté. Donc, j'ai eu 3 semaines de stage opérateur. J'ai eu la chance d'avoir un chef à l'époque qui était ICAM et qui avait aussi cette philosophie-là. Il m'a fait passer 3 jours dans chaque service de son département. Et puis après, de ce fait, j'ai pris en main une équipe de logistique. Donc, j'étais postée matin, après-midi, une semaine sur 2. En gare routière à l'usine de Douai où on déchargeait des camions, on mettait à disposition des pièces automobiles sur les chaînes et c'est comme ça que ça a démarré chez Renault. Donc suite à mon parcours ingénieur manager de production de terrain, on arrive dans les années 2013 où la Renault connaît un gros coup dur. Carlos Ghosn veut tailler dans la masse, veut réduire des avantages sociaux. Donc en tant que manager, c'est jeune manager, c'était une sacrée époque parce que c'était grève à répétition. Il fallait faire de la pédagogie auprès des caristes, etc. pour expliquer la politique de l'entreprise et pourquoi on n'allait plus avoir autant de congés, etc. Et en même temps, il y a eu énormément de départs anticipés, de départs tout court. Et de ce fait, ça a été un peu... ça a accéléré ma carrière chez Renault puisqu'en fait, les places se vidaient petit à petit. Et on m'a proposé d'être d'abord adjointe chef d'atelier pendant quelques mois et assez vite s'est libérée la place du responsable méthode logistique de toute l'usine. Et donc j'ai pu prendre ce poste que j'ai gardé 4 ans en tant que responsable de l'équipe des méthodes logistiques qui gère les flux des pièces, comment arrivent les pièces dans l'usine, dans quel type de caisse, carton, ce qu'on appelait les emballages, ainsi que la performance en appui de la performance des ateliers logistiques de l'usine qui déplacent les pièces à travers toute l'usine. Quand je suis arrivée dans l'atelier, il y en a un qui m'a dit « Cécile, ça fait 30 ans que je suis chez Renault, c'est la première fois que j'ai une chef femme. » Ok, mais ça va bien se passer. T'en fais pas, je pense. Mais j'étais mise au parfum tout de suite. On m'a fait comprendre que j'étais jeune et que j'étais une femme. Et donc, c'était pas forcément là que je devais être. Pour autant, moi j'ai une approche, je suis pas là pour embêter les gens. Lui, ça fait 30 ans qu'il est là, il connaît mieux que l'usine que moi, il sait mieux comment déplacer les pièces que moi. Par contre, il a besoin de moi pour que je puisse lui offrir des conditions de travail et une organisation d'équipe qui fonctionne, qui fluidifie son quotidien, qui puisse appuyer les problématiques de l'atelier, qui puisse améliorer les problèmes de l'atelier. Donc que je sois jeune et femme, oui, ça intimide des fois au début, mais ça m'a pas démonté, puisque les années précédentes m'avaient appris à garder la tête haute, même quand on nous fait comprendre qu'on est jeune et femme. Grâce au parcours de l'ICAM où on a pu avoir stage opérateur, stage technicien, ouverture d'esprit sur plein de choses, que les gens sont tous là pour une raison bien précise et qu'on n'est pas là pour aller ennuyer les gens, en fait ça m'a vraiment permis de regarder les choses de façon globale. Et pareil, à l'ICAM, on touche à de l'électronique, on touche à de la pneumatique. De ce fait, quand il y avait des soucis dans l'atelier, je pouvais avoir une vision globale. Alors, on n'est pas expert, mais comme on est touche à tout et qu'on a appris aussi par notre parcours à se débrouiller, et en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'est ça l'entreprise, en fait. Ça fonctionne pas comme on voudrait. On n'a jamais nos réponses au bon moment, au bon endroit. Et si on les veut, on a intérêt à se battre. Si on veut des réponses pour nos équipes, des augmentations pour nos équipes, en fait, il faut se battre, ça ne nous tourne pas tout cuit dans le bec. Et je trouve que l'ICAM nous donne cette force de dire, en fait, si tu veux tes réponses, débrouille-toi, Tape à la porte de la secrétaire, va voir ton prof. C'est pas le prof qui va t'envoyer un mail en te donnant toute ton année, toute cuite dans le bec, oui, ça paraît désorganisé, mais en même temps, ça t'apprend à être professionnel. Et je trouve que l'ICAM m'a vraiment aidée là-dessus.
J'aime beaucoup mes années chez Renault, je passe des belles années, j'aime relever les défis du quotidien, c'est hyper concret. Quand je disais que je voulais toucher au concret, voilà, hein. Des volants qu'on ne retrouve pas, qui arrivent 3 minutes en retard au poste de travail, c'est 3 voitures qui n'ont pas de volant. Enfin, c'est une pression, mais d'enfer. On est constamment sous pression parce que tout doit se passer exactement comme le papier millimétré l'avait dit, hein. Et en même temps, on est tous ensemble dans le même bateau et le but de chacun, c'est de sortir des voitures. Et cet esprit d'équipe, je le trouve, j'ai jamais vraiment retrouvé. Ce fait qu'on puisse être ensemble et le but commun de tous, qu'on s'aime pas, qu'on ait la même vision du problème ou pas, en fait, le but, c'est de sortir des voitures. Donc, quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution vite et ensemble. Et ça, c'est vraiment bien. Après, c'est sûr que c'est un métier où, des fois, j'avais du mal à déconnecter le soir. Et ça pouvait peser des fois un peu au quotidien. Parce que moi, j'avais du mal à laisser les problèmes au boulot. En 2015, je suis enceinte de Aubin et donc j'annonce ça à mes équipes. De toute façon, ça n'arrive jamais au bon moment, hein. Il y a toujours beaucoup de projets dans l'usine, il y a toujours beaucoup de projets au travail quand on apprend ce genre de nouvelles à notre chef. Et pour autant, mon chef a été hyper compréhensif et ça se passe bien. Et donc, je continue à me donner à 300%. Et forcément, à un moment, c'est le corps qui dit zut. Et c'est le médecin qui dit « Mais vous ne retournez pas à l'usine, madame ». Et j'ai dit « Mais non, en fait, je dois retourner à l'usine. » Non, vous ne retournez pas à l'usine. Donc, j'ai négocié de pouvoir y retourner 2 semaines pour clôturer mes dossiers et faire au moins des entretiens à mes équipes. Et puis, voilà, je lâche tout du jour au lendemain, d'une vie à 300 à l'heure à une vie enceinte chez soi. Et ça a été assez brutal. Mais c'est la vie. Et en fait, j'ai mis trop de temps à me rendre compte que c'était la vie et qu'il fallait le prendre avec philosophie et en profiter à ce moment-là. Et donc, au Barnet, j'ai la chance d'être dans une usine où Renault a des avantages sociaux quand même assez intéressants pour les femmes enceintes. Et je peux rester au final 5 mois avec Aubin. Et puis après, on a trouvé une super nounou qui a des horaires très larges. Et donc, on peut le déposer à 7h du matin et le reprendre à 18h30 pour nous permettre d'aller à l'usine, vivre nos journées très pleines, mon mari et moi. Quand je rentre, je me rends compte que les équipes sont contentes de me revoir. Et je me rends compte aussi que j'ai de l'expérience parce que j'avais ce problème de beaucoup de femmes, mais aussi comme j'étais dans des années où on n'embauchait quasiment pas, parce que même si j'avais été embauchée, l'automobile se porte pas bien. Ça faisait 4 ans que j'étais dans l'usine et j'étais encore la petite dernière. Et donc j'avais l'impression d'en savoir toujours moins que les autres. Et résultat, là, je reviens et je me rends compte qu'en fait, j'ai de l'expérience, que j'ai de l'expertise, que mes équipes, ça a été la Bérésina, pas à ce point-là, mais en tout cas, ils avaient besoin de moi, que mon chef était content que je revienne. Et je me suis dit, go, en fait, ils ont besoin de moi, j'arrête de me poser 1000 questions, j'arrête de me sentir illégitime, la petite dernière. En fait, je suis manager, je dois prendre des décisions et c'est ça qu'ils attendent de moi. Et donc, ça m'a donné un coup de boost parce qu'en fait, le fait d'avoir été absente, ça m'a donné une vraie confiance en moi. Et le fait de devoir rentrer à 18h30 pour aller récupérer Aubin, ça m'a aussi appris à m'organiser et à flécher les sujets beaucoup plus vite. Parce qu'avant, j'avais tendance à me dire « Oh, je verrai ça ce soir. » Non, là, il fallait être efficace parce qu'à 18h30, il fallait que je parte. Enfin, il fallait que je sois même chez la nounou. Et puis en plus, la nuit, j'avais des mauvaises nuits. Donc, il fallait que je dorme aussi. Donc, ça m'a donné une vraie confiance en moi et une vraie envie d'avancer sur les sujets et sur le fait de bien manager ses équipes. Donc, en 2017, je suis toujours au même endroit parce qu'à l'époque, l'usine, elle accueillait plein de nouveaux véhicules. Enfin, en méthode logistique, c'était des projets de dingue avec des équipes de plus en plus grosses pour gérer de plus en plus de sujets. Et donc, je suis toujours au même endroit, mais le poste a tellement évolué que j'ai quand même pris de l'ampleur. Et donc, j'arrive à la grossesse de Suzanne. Toujours pareil, j'arrive pas à ralentir. J'avais négocié à l'époque, c'était un exploit d'une télétravail un petit peu, mais encore, comme j'aime être proche du terrain, c'est douloureux pour moi. Et puis, quand je suis en congé mat, je me dis qu'en fait, il faudrait que je prenne du temps. Parce que là, pour le coup, j'ai été remplacée, les équipes sont reprises, et je savais que quand je revenais, j'étais sans doute sur un autre poste. Et je me suis dit, c'est l'occasion peut-être de prendre du temps. Et je propose à l'ICAM de donner quelques cours comme ça en vacation, pour aller dans les amphis, expliquer mon métier que j'aime tant, que je m'étais dit, s'il y a 1 ou 2 cours à donner, je veux bien les donner.
Alors cette idée n'a pas pris la tournure que j'avais envisagée. Je voulais donner quelques cours et on m'a proposé de m'embaucher en CDI à l'ICAM. Et j'ai décidé en effet de quitter Renault et je donne des cours en amphi. J'aime bien donner des cours. Je trouve ça intéressant de réfléchir à un déroulé pédagogique sur des notions que j'ai juste appris sur le terrain. J'ai trouvé l'expérience hyper intéressante. C'était de l'accompagnement. Donc, c'était plus de l'accompagnement avec un management hiérarchique, mais c'était de l'accompagnement d'étudiants qu'il fallait pousser pour devenir des ingés, prêts à être opérationnels en usine. Donc j'ai trouvé cette expérience super. Donc là, on est en 2018 et se bouscule beaucoup de choses dans ma tête et dans la tête de mon mari. L'envie d'avoir un impact sur la planète plus positif que ce qu'on faisait. Et puis, un équilibre familial à trouver, un sens professionnel à trouver. Et on voit le film Demain, qui retrace des bonnes idées à impact local pour la planète. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que nous, on peut faire ? Et l'envie d'entreprendre, ouvrir un gîte, enfin on savait pas. Beaucoup de choses se bousculent à ce moment-là. Et là, mes parents qui allaient partir en retraite, juste à côté, dans cette ferme, le sujet est revenu d'un coup. Je l'avais toujours mis de côté et ce sujet de la ferme est revenu dans ces années-là au cœur de mes préoccupations. Donc la ferme dans ces années-là, c'est une ferme et encore aujourd'hui, c'est une ferme de 120 hectares, donc une taille correcte. C'est grand, mais c'est pas hyper grand. Mes parents gèrent la ferme à 2, sans salariés, donc c'est une ferme à taille humaine dans le sens où on peut suivre les cultures sans salariés. Et en même temps, c'est suffisamment grand pour avoir des grandes échelles et pouvoir gagner sa croûte. Et mon père et ma mère, toujours plus proche de la retraite que du début, mais en même temps qui ont entretenu, qui entretiennent, qui se développent, qui ramènent de la technologie. Et donc, c'est pas une ferme arriérée qui est en décrépitude. Donc là, j'annonce à mes parents que en fait, je vais arrêter tout ça là, et je vais reprendre la ferme. Et leur première réaction, ça a été de me dire que c'était une mauvaise idée. Que j'avais une belle carrière, un beau salaire, un travail reconnu, qui a responsabilité. J'allais me retrouver dans une ferme à balayer la cour, avec un contexte économique incertain, avec une société qui défie le monde agricole de plus en plus. Il y a une incompréhension incroyable entre nos voisins et nous. Voilà, il me dépeigne un tableau très noir de l'agriculture et de cette mauvaise idée de reprendre la ferme familiale. Et moi, je leur redis à quel point c'est un beau métier, qu'ils sont maîtres de leur destin, qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions, que c'est au contact de la terre, qu'on a un vrai impact sur la planète. C'est clair que ça a demandé un gros effort de passer de responsable de production ou devant 100 élèves ingénieurs ICAM à stagiaire de ses parents. J'annonce que je prends 1 an pour prendre la décision, c'est-à-dire que je m'immerge pendant 1 an et au bout d'1 an, je prends la décision parce que est-ce que ça va me rendre heureuse ? Est-ce que c'est économiquement viable ? Enfin, à un moment, c'est beau de rêver de reprendre la ferme, mais il faut étudier quand même le projet. Et pour être agriculteur en France, il faut un diplôme agricole. Donc il faut absolument que je reprenne une formation, ce qui m'arrange aussi puisque je n'y connais rien. Et donc je retourne à Genêt, une grosse école agricole du Nord, et je suivais des cours d'agronomie, de gestion de production végétale, etc. etc. Je suis à mi-temps, donc en cours, parce que je suis une journée par mois là-bas, et puis j'ai quand même des cours à apprendre, et puis à mi-temps, à venir tous les jours sur la ferme pour faire ce qu'il y a à faire, parce que je ne sais pas ce qu'il y a à faire, mais il y a à faire. Et donc j'apprends ce métier, j'apprends à faire les choses, j'apprends à conduire un tracteur, c'est aussi bête que ça. Et en fait, je trouve que l'équilibre est sympa, je trouve que le métier est passionnant, qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et donc je décide que oui, je m'installe. Et donc en décembre 2020, je m'installe et j'ai entre guillemets le statut d'exploitante agricole qui est le Graal quand on fait nos démarches pour devenir agriculteur. Quand on a ce statut et le courrier qui arrive, on fait ouf, c'est bon, la partie administrative est faite. J'ai pas franchement chamboulé la ferme puisqu'elle fonctionne. Mon père a cette expertise que je n'ai pas et j'ai pas prétention de connaître le métier. Et donc je rentre entre guillemets dans les chaussons de mes parents chaussures, bottes de mes parents pour apprendre et puis poursuivre l'activité, en tout cas dans un premier temps, sans la changer.
Et ce que j'ai décelé, c'est qu'il fallait que j'ai mon propre projet dans ce projet où, entre guillemets, je mettais que mes pieds dans les chaussures de mes parents. Et donc, j'ai diversifié par une ferme pédagogique. Alors, j'ai pas d'animaux, j'ai pas de lapins à faire caresser. La ferme pédagogique, c'est bien une ferme pédagogique, donc c'est que des classes qui viennent. Et on va voir les champs, on regarde la terre, on regarde le blé, on fait de la farine. Moi, mon but, c'est vraiment d'expliquer ce qui se passe dans les champs. Donc, j'accueille aujourd'hui environ 25 classes sur les mois de mai et juin, de la petite section à la 6e, avec pour but d'accueillir des lycéens. Quand on est ingénieur type ICAM et qu'on arrive sur ce genre de projet, on a cette capacité à apprendre. Et donc, on n'est pas frustré d'aller chercher de l'information, de poser des questions bêtes. Quand je suis avec des agriculteurs, je pose des tas de questions parce que j'y connais rien. Et dans le monde agricole, il y a cette philosophie de se dire que on n'a jamais tout essayé, on s'est déjà planté, on ne sait pas pourquoi ça a raté, on ne sait pas pourquoi ça a réussi. Et moi, en tant qu'ingénieur, en fait, cette approche-là, elle me plaît. Et pareil, pour mener des projets, il y a des échéances à respecter. Et ça, cette gestion de projet qu'on apprend en école d'ingénieur, elle est hyper aidante. Aussi, l'expérience que j'ai pu avoir auparavant chez Renault, avec une pression incroyable, ça m'aide à gérer des chantiers où on est sous pression. Et donc, la somme des expériences passées aide aujourd'hui au quotidien dans ce métier, oui. Aujourd'hui, ce que je retire de l'ICAM et de ce que ça m'aide à vivre au final aujourd'hui au quotidien, il y a l'esprit de promo. Alors même si on reste pas en contact avec les 100 personnes de sa promo, il y a quand même, on se fait des sacrés bons amis. Et on est tous dans cet esprit problème-solution, concret. Et ça, je trouve ça vraiment chouette d'avoir cet esprit de camaraderie, pour utiliser un vieux mot, mais mine de rien, c'est un peu ça. Et puis, ne pas hésiter à se remettre en question. Quand tu sais que tu sais pas, tu cherches à comprendre. Si tu crois tout savoir, tu vas jamais chercher à comprendre mieux pourquoi les gens font comme si. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'ICAM m'a laissé ça. De savoir qu'on ne sait pas tout. Pour les étudiants ou les futurs étudiants de l'ICAM, la force, vraiment, c'est d'être au contact du concret. Et faut aller au bout de ses rêves. On m'a dit, non, tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu te poses pas 1000 questions. Et je commence à avoir une demi-génération d'écart avec ceux qui sortent de l'école. Mais je sais que le contexte, il est pas facile. Je sais que les questions sont encore plus multiples mais à un moment, faut y aller, quoi. Faut pas se poser 1000 questions. C'est peut-être une vision un peu vieille que je vais donner, mais faut y aller, quoi. Faut taper dedans. Il faut refaire les choses chez nous. Il faut manger local. Manger local, ça veut dire qu'il faut faire local. Et donc, le fumier, il sera là au bout de nos maisons. Et oui, ça va sentir mauvais. Et oui, il y aura des tracteurs partout. Et oui, on va se mettre à avoir des petites entreprises au bout de notre rue qui va peut-être faire du bruit de scie et de cisaille et compagnie. Mais en fait, c'est ça, sauver la planète, selon moi. Enfin, c'est un peu militant ce que je dis, mais... mais je trouve que c'est vraiment ça, quoi. Si j'ai un message à passer, c'est go. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ce témoignage vous prouve que peu importe vos aspirations ou vos désirs, le diplôme d'ingénieur permet de trouver sa voie, de s'épanouir et de déployer ses ailes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes dans des campus répartis sur 4 continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt!